merci de nous avoir invités. Je m'appelle Jamie Linton. Je suis là avec mon ami et collègue Julien Dellier. Nous sommes des enseignants-chercheurs à la fac de l'Université de Limoges en géographie dans le labo qui s'appelle Géolab. Et on va parler d'une idée, un projet, si vous voulez, de restaurer la baignade urbaine en rivière à Limoges. So, moi j'ai des notes, tu vois? Tu n'as pas de notes? Non. Je peux commencer avec les notes parce que voilà, j'ai des notes et des supports. Voilà, des supports. Ah, on avait du fatigué. Je vais commencer voilà, des supports. J'en ai deux. Il y a deux supports. Now, moi je vais juste. On va juste commencer. Wow, ça marche bien ça. Il faut juste faire attention au feedback parce que quand le micro est devant le. Ça a l'air de passer. Ça va, ok, c'est bon. On va juste contextualiser ça un peu avec un contexte historique et le contexte national actuel par rapport à cette idée de se sauter dans la rivière. Hein. So, j'aimerais juste commencer avec une observation, et c'est que aujourd'hui, la présence de la rivière, pour la plupart de Limoges, c'est beaucoup moins vivante que par rapport à toute l'histoire humaine dans la région. Okay? So, avec le 20e siècle, on a tourné le dos vis-à-vis la rivière par rapport avant. La raison pour laquelle il y a une ville de Limoges, c'est à cause d'un gué. Hein? Il y a un gué qui se trouve toujours là, près de la pont de la Révolution. Et ça, c'est la raison pour laquelle il y a la ville de Limoges. Et la rivière en France et un peu partout en Europe, c'était des anciens chemins, hein? Les chemins principaux. Et merci. Et toute le long de l'histoire de Limoges, la rivière était un centre industriel. Il y avait des moulins, bien sûr, il y avait des industries, il y avait des tanneries, il y avait plein d'occupations. Il y avait des gens qui travaillaient là-bas, il y avait des gens qui vivaient près de la rivière. Il y avait bien sûr le flottage de bois comme une activité très importante. Hein? Ça veut dire que la rivière occupait une place beaucoup plus importante dans l'imaginaire, dans l'économie et surtout vers le 19e, début 20e, dans la vie récréationnelle des Limogeaudes. Par rapport à aujourd'hui, notre rapport avec la Vienne, c'est un rapport esthétique plutôt, parce qu'on le voit comme un objet de loin. C'est beau, c'est un bijou, mais on n'a pas de contact. On n'a pas de contact direct avec la rivière, sauf les pêcheurs et sauf les peu de gens qui pratiquent l'aviron, la canoë. Avant, c'était beaucoup plus présente dans la ville actuelle des gens, dans la ville matérielle, corporelle des gens. Quand on parle de la baignade en rivière, aujourd'hui, c'est très rare de voir quelqu'un se mettre dans l'eau à Limoges. Mais on a l'occasion de faire les présentations des anciennes photographies qui ont été prises début 20e siècle jusqu'aux années 60. Hein. Et il y avait beaucoup de gens qui pratiquaient la natation dans la Vienne. Beaucoup. Il y avait de 1906 a été créée une association, les enfants de la Vienne. Hein? C'était une association des gens qui habitaient
le bord de la Vienne, qui s'appelait à l'époque, toujours aujourd'hui, les Pentecôtes. C'était plutôt la classe ouvrière qui avait une fierté de leur relation avec la rivière. Et ils pratiquaient beaucoup de natation. Il y avait des cours de natation, des classes de natation. Tous les jeunes qui habitaient le coin, ils nageaient. Ils savaient comment nager. Par rapport à les vilaudes qui ne savaient pas nager, c'était une fierté qu'ils avaient. Et c'est vraiment inspirant de voir ces anciennes photographies, on voit ces anciennes photographies, on pose la question, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas? La qualité d'eau, c'est mieux aujourd'hui qu'à cette époque-là, c'est mieux. Et c'est un peu une source d'inspiration de voir ces photographies. Voilà, juste pour... moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein? Ce serait mieux de faire un échange. Mais actuellement, à l'échelle française, hein, à l'échelle nationale, à l'échelle française, il y a un certain mouvement pour la restauration de la baignade urbaine. Avec Julien, nous sommes allés au mois de décembre 2022 à Lyon. Il y avait un colloque. Ouais, il y avait l'affiche qui circule pour cette colloque. Voilà. Et là, on se rendait compte qu'il y a des chercheurs et des activistes un peu partout qui s'intéressent de remettre cette pratique dans nos villes. Nous ne sommes pas seuls hein, dans cette démarche. Et on vient de voir juste aujourd'hui, il y a un atelier, un colloque à Paris au mois de septembre, un peu la même idée. En France, c'est un peu impulsé par les Jeux olympiques, parce que les événements de natation vont avoir lieu dans la Seine. Et on espère que ça va être prêt pour ça. Et ça, c'est une motivation je pense que ça donne une inspiration pour pas mal de villes de faire ça. Voilà. Je vais passer le micro à Julien qui connaît beaucoup mieux que moi les enjeux. Tu veux des notes? Non, ça devrait aller. Enfin, Ils sont inutiles. Donc, effectivement, on est parti de tout ce contexte historique qui était extrêmement important, et cette histoire des enfants de la Vienne, du fait que les enfants des classes populaires savaient nager à Limoges quand les enfants de la ville, notamment des classes bourgeoises, ne savaient pas nager. Et ça, c'était quelque chose d'assez intéressant quand on fait quand on met en perspective avec aujourd'hui ce qu'on peut voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès à l'apprentissage de natation, il est très différencié selon la classe sociale à laquelle on appartient, notamment parce que ça se fait essentiellement dans des piscines, alors qu'ils peuvent être des piscines publiques, mais qui ont un coût d'accès, et les cours de natation ont aussi un coût. Donc ça, c'était un des enjeux, de se dire, en tant que géographe, si on remettait la baignade dans la Vienne, qui ça pourrait impacter? Donc on a commencé par faire une carte. Regardez que la traversée de la Vienne sur Limoges, c'est très peu de kilomètres, c'est très concentré en fait, et que si on faisait une sorte de zone comme ça, un quart d'heure à pied, jusqu'où on peut se rendre en un quart d'heure à pied pour être sur les bords de Vienne. Donc on a fait cette carte, ça nous fait une grosse patate, et puis dans cette patate, on dit il y a combien d'habitants de l'agglomération de Limoges qui vivent, et on voit il y a un quart des habitants de l'agglomération de Limoges. Des habitants de l'agglomération de Limoges, donc c'est plus si on n'est que sur la ville, qui habitent à 15 minutes à pied de ces bords de Vienne. Donc c'est massif. Et puis on regarde ensuite, et sur ces ménages qui vivent, on voit que en fait il y a une personne, alors c'est pas les ménages, une personne sur 5 est en dessous du seuil de pauvreté dans les personnes que je vous ai dit avant. Enfin, c'est pas 1/5 des ménages de Limoges, il y en a plus. Donc on voit qu'en fait, mettre de la baignade en ville, ça pourra avoir du sens pour donner un accès à l'eau pour des populations qui n'ont pas forcément d'accès facile aux vacances, économiquement, et qui n'ont pas accès, et même quand elles restent à Limoges, forcément accès à un espace de baignade. Donc c'est pas avoir un accès à l'eau, c'est pas avoir l'apprentissage de la natation, c'est encore autre chose, mais déjà ça crée une possibilité, ça crée un appel d'air.
Donc ça commençait à être assez intéressant de se dire, bah oui, il y a un potentiel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pourraient être intéressés, qui n'ont pas forcément les moyens de se déplacer pour aller se baigner plus loin, alors que ça soit Saint-Pardoux, Vassivière ou carrément l'océan, ou dans une piscine privée ou publique. Parallèlement, il y avait aussi la fermeture des piscines publiques sur Limoges, qui a été actée. Beaubreuil, qui était les piscines, elles étaient implantées pour partie dans des quartiers populaires. Beaubreuil, la piscine a été démantelée quand l'Aquapolis a été ouverte, mais le tarif d'entrée n'est absolument pas le même. Et c'est quand on est sur des enfants, une famille avec des enfants, la différence de prix est très sensible. La piscine de Saint-Lazare a eu des horaires réduits en période estivale. Donc ça a créé un certain nombre là aussi de potentiels appels d'air. Donc ça, c'était un peu le premier constat. Deuxième constat, c'est que la ville de Limoges, depuis, alors là par contre j'aurais dû prendre des notes, depuis 5 ans ou 6 ans, mais s'intéresse s'est réintéressé au bord de Vienne, à travers un programme qui s'appelle le programme Bord de Vienne. Mais tout est dans le nom, c'est-à-dire que c'est les bords de Vienne. L'idée, c'était de retrouver une lisibilité à toutes ces poches qui se retrouvent le long de la Vienne, qui sont soit d'anciennes friches industrielles comme la Fontpinault, où aujourd'hui vous avez la friche des Ponts, puis aussi le jardin des Lavandières, etc. Où vous aviez, il y avait certaines zones de jeu, mais aussi plein d'interstices, de passages qui étaient plus ou moins bien identifiés. Et en tout cas, la connexion des deux ponts, donc la balade dominicale que tout bon Limougeot a dû faire un jour ou l'autre, qui est de relier les deux ponts et puis de faire le tour, n'était pas très lisible finalement. Donc il y a un gros travail qui est entamé par la ville avec la requalification d'un certain nombre d'espaces. Voilà, il y a des espaces verts qui ont été recréés, il y a eu de l'acquisition foncière. Tous les ans, on s'amuse avec Jamie à faire le tour à des étudiants et puis on commence par l'endroit phare, c'est-à-dire là où la puissance publique a investi le maximum d'argent. La collectivité a alors je ne sais pas si vous voyez où c'est quand il y avait... C'est pas très loin du pont Saint-Martial. C'est là où il y avait l'AFPA, qui allait jusqu'au bord de l'eau, et donc c'est un bâtiment qui a été acquis, détruit, et un chemin a été retracé. Donc ça n'a rien d'impressionnant. Quand on est devant, on voit juste un chemin en stabilisé. Donc quand on dit, ça c'est l'aménagement phare, évidemment, les étudiants qui ne sont pas du tout de Limoges et tout se disent, ah bon. Bon, ils s'attendaient à autre chose. Et puis alors, après, on explique effectivement, ça redonne une continuité, on n'est pas obligé de remonter, etc. Et que sans doute le prochain aménagement phare des bords de Vienne, ça sera de créer un passage sur pilotis pour contourner le pont SNCF. Mais tous ces aménagements, ils ont une constante, c'est qu'ils s'intéressent aux berges et ils s'intéressent à rester au-dessus de l'eau. On ne rentre pas en contact avec l'eau. Et quand il y a des aménagements qui concernent l'eau, parce qu'il y en a, il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas, il y a eu avec la fédération de pêche un bras mort qui a été en partie remis en eau pour pouvoir favoriser un écosystème et puis une zone de frais. Enfin, je ne suis pas biologiste, donc vous m'excuserez si je dis des bêtises là-dessus. Sur une autre zone, il y a aussi une dérivation sur laquelle il y a une réflexion aujourd'hui pour la remettre en état, donc du côté de l'ancienne filature. Donc il y a un certain nombre d'idées, mais il n'y a toujours pas cette idée de remettre des personnes dans l'eau. Alors, moi j'ai un petit peu c'est pas une métaphore, mais enfin une idée filée, c'est que finalement cet aménagement des bords de Vienne, et pourquoi on ne s'intéresse pas à la rivière, c'est peut-être parce qu'on n'ose pas réfléchir à vraiment ce que pourraient être les pratiques de demain, dans un monde où on sait que socialement on a des populations qui sont en demande parce qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer, et que climatiquement on aura des périodes de canicule de plus en plus fortes. Alors on peut continuer à imaginer de pousser des cris à chaque fois qu'il y aura une bouche incendie qui sera dégoupillée l'été, ou on peut essayer d'imaginer des solutions pour que les populations massivement puissent accéder à des zones de rafraîchissement. Et la rivière, ça semble être une zone de rafraîchissement intéressante. Donc j'en reviens, ma comparaison, c'est il y a le pont Georges Guingouin à Limoges qui a été créé, et donc il a été ouvert en 2006, je crois, le pont Georges Guingouin, qui est le dernier pont ouvert sur la Vienne. Bon, là encore, la date, il faudra amender si c'est une bêtise, mais en tout cas, c'est début des années 2000. Et je ne sais pas si vous avez déjà été vous promener sur le pont Georges Guingouin. Donc c'est un grand pont autoroutier, extrêmement important. Il n'y a eu aucune passerelle de réfléchie pour faire un passage piéton à hauteur des bords de Vienne. C'est-à-dire que si vous promenez sur les bords de Vienne, que vous allez jusqu'au pont et que vous voulez traverser,
vous montez des marches et vous les redescendez, donc c'est très bien si vous aviez prévu de faire un peu de sport, hein, ça fait du step, c'est super bon. Par contre, si vous aviez une poussette, si vous êtes en vélo, etc., alors bon, en vélo on peut détourner, j'ai une bêtise, mais si vous avez une poussette ou si vous êtes, vous avez plus de mal à monter ou descendre, enfin, c'est un aménagement qui n'a pas réfléchi, enfin, qui montre en tout cas une déconnexion totale avec la façon dont on allait vouloir pratiquer la nature en ville. Et moi qui ai fait ma thèse à la fin des années 90, début des années 2000 sur la nature en ville, mais les auteurs que je lisais, ils avaient écrit, les plus récents, c'était la fin des années 90, quoi. Ça m'a toujours semblé très étonnant de se dire, tiens, on parle de nature en ville, mais là, on n'aménage pas un truc pour être à hauteur d'eau. Donc c'est un petit peu la même chose, c'est de se dire aujourd'hui ne pas prendre en compte des nouveaux besoins, des nouvelles pratiques, c'est quand même dans ces efforts d'aménagement, ça peut être un petit peu voilà, en tout cas montrer une déconnexion et puis un problème de perspective, c'est-à-dire est-ce qu'on trace vraiment les bonnes perspectives quand on travaille dessus. C'est aussi un autre intérêt, c'est que réfléchir, on travaille souvent, ou en tout cas on entend souvent des choses sur les services écosystémiques, c'est-à-dire en quoi un écosystème il doit rendre des services à la société, etc. Et donc comment on pourrait valoriser. Alors les services écosystémiques, c'est aussi critiqué parce qu'on peut dire aussi, on valorise un service écosystémique, c'est qu'on donne une valeur économique. Donc à partir du moment où on a un projet qui vaut plus que la valeur économique du service écosystémique, on peut se dire tant pis pour le service écosystémique. Donc là, il y a toujours selon qui l'utilise, ça peut être critiquable. Mais là, on pourrait renverser le regard et se dire que, pour une fois, on pourrait investir parce que, évidemment, aujourd'hui, pourquoi on ne se baigne pas dans la Vienne et quand on a sollicité la ville, de manière complètement informelle, hein, les gens qui travaillent sur les bords de Vienne, pour dire, vous ne l'avez jamais intégré, pourquoi vous n'y réfléchissez pas? Ils disent, non, les normes, la qualité de l'eau, elle n'est pas bonne, les normes, donc on ne se pose même pas la question, parce que de toute façon, c'est pas bon. Mais on pourrait aussi imaginer que, justement, lutter contre, aménager une baignade urbaine, ça veut dire améliorer la qualité de l'eau, donc travailler là-dessus. Pour une fois, ça veut dire que l'impact des activités humaines, donc de la baignade, serait positif pour l'écosystème, parce qu'on viserait à une meilleure qualité de la masse d'eau. Donc ça serait un renversement total. Et donc, on demande, qu'est-ce qui pollue aujourd'hui l'eau? Parce qu'on est curieux, hein, on n'est pas biologiste non plus, mais on est curieux de se dire, alors c'est bon, il y a une pollution, c'est quoi? C'est les cyanobactéries, et les deux sources de pollution principales, alors je ne dis pas que c'est les seules, mais les deux principales qui ressortent, c'est des problèmes d'assainissement. Voilà, il y a un assainissement qui n'est pas suffisant en amont. Et deux, c'est lors des épisodes d'orage, etc., c'est la pollution aux hydrocarbures sur les eaux de ruissellement des routes. Et donc si on réfléchit bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les routes et les zones pavillonnaires où on n'a pas forcément d'assainissement, etc., qui est bien dimensionné, donc qui sont des zones un peu périphériques, mais avec qui servent ou qui servent à desservir pour les routes ou pour les habitations, des populations qui ont plus d'argent, qui sont plus aisées, et du coup, ces gens-là, finalement, vont polluer une rivière. Alors, ces gens-là, c'est nous tous, hein, on pollue la rivière, et la pollution de la rivière qui fait que les personnes qui, finalement, en auraient le plus besoin et ont le moins de possibilités d'avoir, par exemple, quand vous êtes en appartement à la Cité des Coutures, vous n'avez pas de piscine. Même dans votre jardin, même une petite piscine en rond pour les enfants, vous n'avez pas de piscine. Quand vous êtes en pavillon, à Panazol, vous pouvez soit avoir une grande piscine, soit une petite piscine, vous pouvez en avoir une. Et donc là, on pourrait aussi se poser la question de où est l'équité? C'est-à-dire, est-ce que ça ne serait pas aussi un bon moyen, politiquement, d'avoir une idée de solidarité aussi sur... en fait, il y a des normes qui existent, et aujourd'hui, elles ne sont pas forcément respectées, mais la puissance publique pourrait peut-être aussi agir sur le fait de... on investit aussi la dépollution en fonction des moyens des populations, etc. Donc ça, c'est aussi renverser un peu un discours qui aujourd'hui fait que quand on parle de pollution, de saleté, d'atteinte à l'environnement, on stigmatise aussi beaucoup des populations qui sont censées être moins éduquées, qui le sont de fait, qui sont moins éduquées, qui ont moins les réflexes, qui ont moins les bons codes, moins les bons discours sur les pratiques. Alors là, on peut avoir tous des images sur la pratique du tri, qui fait bien le tri ou qui jette la poubelle depuis sa fenêtre, etc. Dans quel type de quartier? Où est-ce qu'on va faire la police? Où est-ce qu'on va faire ce genre de... Et
quand on regarde en fait d'où viennent les sources de pollution de la Vienne, elles viennent pas de la cité des Coutures ou de la cité des Portes Ferrées, quoi. Pour prendre les deux cités qui sont plus proches des bords de Vienne, ou la cité du Sablard. D'accord, mais elles viennent des quartiers en amont. Donc là aussi, c'est aussi se poser les questions de regarder réellement où sont les sources de pollution pour la Vienne et comment on peut agir dessus. Pourquoi vous dites que ça ne vient pas de la cité des Portes Ferrées ou de la cité des Coutures? Alors les Portes Ferrées parce qu'elle est en aval. Donc, ouais, d'accord. La gestion, et parce qu'en fait, en ville, sur les systèmes d'assainissement collectif, il y a très peu de rejets qui sont faits sur la Vienne. Alors selon là, moi je me fie aux analyses, aux interprétations d'analyses qu'on m'a faites, parce que j'ai pas vu les analyses. Et les principaux rejets, parce que c'est pareil, moi au départ, j'avais une image sur peut-être la zone industrielle du Palais, et les autres, mais non, du tout. A priori, c'est plus... présent pour le Palais à la Sablière. À la Sablière, il y a une baignade aussi dans le barrage du Palais. Oui, alors Sablière, a priori, c'est pas exactement la même problématique, c'est plus lié à des cyanobactéries et à une eau stagnante sur les analyses. Et c'est pareil sur des rejets de coliformes qui sont dus aussi à des réseaux d'assainissement. C'est bien possible de restaurer la baignade. Pourquoi pas? On peut le faire. Il n'y a rien, il n'y a pas un obstacle, vraiment important qui nous empêche de militer pour ça et pour aller dans ce sens. Bien sûr, il faut parler de la qualité de l'eau, hein. Il faut parler de la sécurité, il faut parler des choses comme ça. Mais toutes ces choses, on peut résoudre. Merci. On peut résoudre ça. Mais restaurer la rivière dans la vie, la présence de la rivière, les relations socio-fluviaux peuvent redevenir importantes. Comme pendant toute notre histoire, cette période de 100 ans un peu bizarre, moderne, c'est ça, c'est une période un peu bizarre qui dans tous les sens. Mais se mettre dans l'eau, se mettre son corps dans l'eau, c'est un moyen de comprendre une masse d'eau, une rivière. C'est un moyen de... Ça change la personne dans un petit sens. Ça crée un citoyen qui s'intéresse à la qualité d'eau, qui s'intéresse à sa rivière. Ça change des choses. Se mettre dans l'eau. Et ça crée un public aussi. Ça crée un public. Ça crée un lien avec l'eau. Donc, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Pour des raisons économiques, socio-économiques, politiques, écologiques aussi. Bon. Et voilà. Donc, peut-être qu'il faut approfondir encore la question de l'opportunité, de ce qui peut motiver un groupe comme celui de Appel à la Vienne, ou les enfants de la Vienne, pour avoir envie de pousser cette idée, mais après, on n'est pas la puissance publique, on a une puissance politique qui reste limitée, et pourtant, quelque part, c'est des moyens à développer qui peuvent être significatifs. Pour insister sur l'opportunité, aussi sur la temporalité, en fait, c'est que quand on a fait ce colloque à Lyon, ce qui est ressorti, parce que c'est un colloque qui a permis aussi de faire un état des lieux, c'est-à-dire que la baignade urbaine à Limoges, elle s'arrête en 83 ou 87, le dernier concours, dernière course dans la Vienne, et là, clairement la qualité de l'eau était pas meilleure qu'aujourd'hui. Et en fait, c'est vraiment la fin. Et en fait, on a regardé à Metz, par exemple, il y avait une intervenante de Metz, et c'était exactement les mêmes dates. Enfin, on était vraiment pareil, et le summum, c'était vraiment les mêmes histoires, et dans beaucoup d'autres villes. Mais c'est très français, en fait. Parce que quand on regarde ce qui se passe en Suisse, par exemple, aujourd'hui, en Suisse, vous avez des villes où vous avez des fléchages au-dessus des rivières, vous avez des fléchages comme sur une route, même sur une autoroute, pour vous dire, dans 200 mètres, prenez sur la gauche de la rivière pour si vous voulez sortir de l'eau, quoi. Parce que le courant vous ramène. Et donc il y a quand même des choses il y a des exemples qui fonctionnent, etc. Et un des freins, c'est le frein juridique.
Et une chose à laquelle on n'a pas su répondre au colloque de Lyon et le colloque qui sera à Aubervilliers, là justement, s'intéresse à la question juridique des responsabilités. Donc c'est pour ça que ce sera très intéressant d'en connaître les conclusions. Parce que c'est un peu une exception. C'est-à-dire que quand on est sur la côte, voilà, si quelqu'un a la réponse, on sera très content parce que nous, on l'a pas eu. Quand on est sur la côte, le littoral, vous avez des zones de baignade surveillées et ailleurs, vous vous baignez à vos risques et périls. Et si vous vous noyez, le maire de la commune ne va pas être embêté parce que vous êtes baigné à vos risques et périls. Quand vous êtes en montagne, vous faites de la randonnée, vous êtes sur l'itinéraire, fléché, etc., aménagé. Et puis si vous sortez, vous faites autre chose, si vous avez un accident, c'est à vos risques et périls. En rivière, c'est pas le cas. Ça semble pas être le cas puisqu'à chaque fois il y a des arrêtés d'interdiction de la baignade qui reposent sur la responsabilité du maire. Et pourquoi en rivière urbaine il n'est pas possible de faire jouer la responsabilité? C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'arrêté d'interdiction, la baignade est autorisée mais pas surveillée et c'est à vos risques. Ça, on ne sait pas pourquoi. Donc ça, c'est la première chose. Donc il y a vraiment, effectivement, Jamie le disait, l'opportunité des JO 2024. Et puis un des points sur lesquels on pourrait essayer d'insister, c'est que aménager un bassin de natation dans une rivière par rapport à une piscine, c'est beaucoup moins cher. Il y a moins de frais d'entretien, c'est beaucoup moins cher. Alors aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas forcément de draguer le fond de la rivière, c'est plutôt d'aménager, ça existe, c'est un double fond sur la rivière qui évite d'avoir à remuer les boues, etc., qui peuvent être, elles, effectivement polluées. Donc ça, et puis c'est difficile de nettoyer un fond de rivière. Donc on fait une sorte de double fond. C'est des modèles qui existent et qui permettent d'aménager des baignades. Alors on avait le chiffre, là c'est dans les notes, mais voilà, c'est bien moins cher que... Alors évidemment, vous allez dire, oui, mais elle ne fonctionne pas toute l'année, la piscine, ça c'est sûr. Enfin, ou alors pour les courageux. Mais voilà, ça peut être ça. Et puis, il y a un argument, c'est effectivement... c'est l'accès à l'eau et à des zones de rafraîchissement qui rendent simplement la ville un petit peu vivable. Enfin là, si on se projette sur ce qu'on nous promet sur les températures et les nombres de jours supérieurs à telle température, ou alors où la température de nuit ne descend pas en dessous de tant de degrés, c'est des effets, c'est des leviers sur lesquels on peut essayer d'insister pour montrer l'importance de ne pas attendre pour réfléchir à ce type de solution. Juste pour répondre à comment arriver, c'est sûr que par une moyenne ou l'autre, il faut manifester une volonté politique. Il faut convaincre nos voisins et voisines que c'est une bonne idée. Et il faut manifester une volonté de faire ça. So, une manière très concrète, c'est de sauter dans l'eau. So, il y a chaque année, vous savez peut-être, il y a le big jump, le grand saut, qui se passe un peu dans beaucoup de villes. C'est le 9 juillet. Je ne sais pas si nous avons le temps d'organiser un big jump à Limoges cette année, mais organiser quelque chose comme ça qui manifeste d'abord la possibilité de faire ça, bien sûr. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui passe, la plupart du monde y passe, mais l'idée de se mettre dans l'eau, c'est pas présent comme une idée. Mais une fois qu'on voit que les gens font ça, l'idée, voilà, c'est possible. C'est pas mal, c'est une bonne idée, il fait chaud. Donc, organiser un événement comme ça, ou organiser un big jump, c'est une bonne manière de déclencher un projet comme ça. Surtout qu'à Limoges, on a quand même une chance pour une baignade urbaine, c'est qu'on a des zones de alors qui étaient notamment une qui était l'ancienne zone de baignade sur laquelle il y avait le bassin de natation, qui est en dessous des jeunesses coopératives. Où on a des zones qui sont des eaux calmes, des fonds qui sont, c'est pas très profond, a priori il y a pas de marmite, il y a pas de choses dangereuses pour mettre des gens dans l'eau. Alors évidemment, il faut choisir les zones. Il ne s'agit pas d'aller se mettre juste au-dessus, juste en dessous d'un seuil. Mais en tout cas, il y a des zones qui sont comme ça et qui permettent de faciliter. Parce que quand on était sur ce colloque, toujours, il y avait des activistes qui étaient là, qui sont des gens qui se baignent et qui n'attendent pas qu'on les autorise. Donc il y avait à Lyon, il y avait des gens qui se baignaient dans le Rhône
et qui expliquait en fait, mais c'était du repérage parce qu'ils ont étudié les courants du Rhône pour savoir, on se met à l'eau à un endroit et en fait on va réussir à toucher l'autre rive et de l'autre rive ça va nous ramener sur la rive où on est parti, puis on peut remonter à pied. Et donc à chaque fois qu'ils se mettaient à l'eau, les pompiers débarquaient parce que des gens avaient appelé, etc. Et donc au bout d'un moment, ils appelaient les pompiers avant de partir pour dire venez pas, nous on y va, on se baigne. Et on avait une autre personne qui a vécu en Suisse, donc en Suisse elle passé son temps à se baigner dans le Rhône ou à Berne, à Genève, et quand elle a débarqué à Nantes, elle a voulu faire pareil dans la Loire. Et donc c'est pareil, là on lui a expliqué, les pompiers sont venus, on lui a expliqué non mais c'est pas possible, et puis elle essayait de filouter pour quand même pouvoir le faire. Et donc ça montre aussi que effectivement il y a le fait de montrer, il y a deux choses, il y a montrer aux gens qu'on peut le faire pour susciter l'intérêt, et après il y a quand même tout un vrai travail sur les mentalités, et aussi effectivement des gens qui peuvent décider aujourd'hui sur le fait que c'est des pratiques qui sont acceptables et qui ne sont pas des pratiques illégales, ou voilà, c'est juste ça pourrait être de bon sens quelque part, quoi. J'ai pas de questions, mais c'était pour témoigner un petit peu. Quand j'étais petite, on se baignait dans un bras de la Somme. C'était la baignade, quoi. On y allait tout le temps. Elle était d'ailleurs, il y a des conflits d'usage avec les agriculteurs qui versaient le lisier parfois. Mais ça nous semblait vraiment être naturel et c'était vraiment la joie des vacances. Mon gamin de 15 ans m'a dit je vais aller me baigner avec des copains dans la Vienne. Je dis non, pas possible. Je suis sûre qu'il y a un arrêté, tu peux pas y aller. Et là j'ai des amis qui habitent à Cognac qui m'ont dit nous on va se baigner dans la Charente. Et là j'ai fait waouh, c'est génial. Et c'est vrai qu'on a envie de ce grand saut, quoi, de se dire on retrouve le contact avec la rivière. Oui, c'est une réappropriation de biens communs, tout simplement. Et donc cette démarche-là, en ce qui me concerne, ça m'intéresse, parce que ça n'aurait jamais dû nous échapper. Oui, pour habiter aussi à côté de la Vienne à Limoges, il y a depuis 3 ans, avant le Covid, à la fête des ponts, ils ont organisé des courses de baignoire qui étaient strictement interdites par la préfecture, mais ils l'ont fait quand même. Et donc ils l'ont refait cette année, et qui dit course de baignoire dit personne à l'eau. Donc voilà, on va dire que c'était toléré encore, y compris à la base nautique pour les gens qui se mettent à l'eau pour mettre les avirons dans l'eau. Et puis plus les pêcheurs qui rentrent jusque-là dans l'eau. Donc il y a déjà des personnes qui vont dans l'eau à titre d'hiver à Limoges, sauf que c'est pas revendiqué comme tel, mais effectivement c'est pour des usages particuliers ou ludiques ou de pêche. Et le kayak à Aix. Même il y a la nage de vivre aussi. Après c'est vrai que c'est assez étrange en fait, parce qu'il y a à la fois des activités qui sont autorisées en tant qu'activité ludique et de loisirs, quoi. Mais donc la nage en eau vive, le kayak, nous c'est régulièrement qu'on se met à l'eau et qu'on nage. Même et donc il y a ce point-là qui est assez étrange, où du coup en fait c'est autorisé. Alors peut-être c'est le cadre, ou je sais pas. Effectivement il y a toujours des encadrants. Il y a ça qui est bizarre, et puis il y a aussi, moi j'habite à Aix, et du coup au Domail par exemple, il y a des plages, il y a plein de gens qui se baignent, même au Moulin de la Mie, je pense que vous êtes passé par là. Donc on n'est pas très loin de Limoges quand même. Il y a ce côté aussi ville, vraiment. Et pour autant, Limoges c'est quand même une ville un peu rurale où concrètement, il y a plein de berges qui sont très naturelles, quoi. Donc il y a ces deux aspects qui me paraissent facilement transgressifs, où il y a une marge en fait qui est facilement. Oui, pour continuer aussi, alors je ne sais pas si vous en avez fait partie, mais en tout cas les personnes qui sont à l'IF en fait partie depuis quelques années. Il y a la municipalité de Limoges qui fait un grand brainstorming sur la réappropriation des rives de la Vienne, et notamment avec des appels à contribution des personnes habitant à côté. Et il y aurait probablement une carte à jouer, puisqu'il y a à nouveau justement
toute la réappropriation que la ville de Limoges a commencé à faire, notamment ce que tu disais tout à l'heure mais ça c'était du temps de Rodé, le fait de démolir les bâtiments de l'AFPA. Et maintenant, donc, ils en sont à la Fompino, et puis jusqu'en 2026-27, il y a tout un programme de réhabilitation des bords de Vienne, sur lequel, effectivement, ça pourrait être intéressant de travailler dans ce cadre-là, de la réappropriation de l'eau de la Vienne par les habitants. Je pense que c'est une dimension importante, mais effectivement, se jeter à l'eau et montrer que ça existe et qu'on peut le faire sans aucun danger, je pense que c'est aussi la base, en fait, parce que les politiques publiques, elles sont quand même bien coincées, et qu'il y a un moment, en fait, de pouvoir de montrer que ça se fait et que c'est pas dangereux. Moi, je suis tout à fait partante pour aider à organiser ce genre de gros sauts, ça me plaît bien. Par rapport à cette question-là, mais en fait, je crois que la ville, en tout cas dans les aménagements qu'ils proposent sur les bords de Vienne, ils ont pris un aspect d'accepter les pratiques qui existent. Parce que par exemple, il y avait des barbecues qui se font depuis des années, les barbecues. Donc ils auraient pu dire, ah bah non, c'est pas une pratique parce que ça peut déranger les riverains, parce que bah oui, quand on va l'été, en fait, on peut trouver ça super chouette, ou alors trouver ça, ah bah non, c'est trop, mais c'est vraiment un lieu de retrouvailles, effectivement, des communautés, il y a les Comoriens, etc., qui se retrouvent et qui font des grandes fêtes, des barbecues et tout ça, avec de la musique, parce que c'est un lieu extérieur qui est proche de chez eux, qui est pratique. Et la ville, ils ont décidé d'accompagner, c'est-à-dire de dire on va mettre en place des barbecues en dur sur lesquels les gens puissent venir, et puis des poubelles avec un ramassage des poubelles pour que même si des fois ça déborde, au moins c'est localisé autour de la poubelle, et donc on vient là. Ils ont fait ce choix-là. Ils auraient pu faire le choix de dire non, on veut pas ces pratiques-là, et de faire. Donc ils ont fait je crois un aménagement qui tient compte des pratiques. En tout cas, les services, quand on en discute avec les chargés de projet des bords de Vienne, c'est ce qu'ils essayent quand même de mettre en place. Donc je me dis sur la baignade, peut-être qu'effectivement, si la pratique elle est là, ils vont peut-être dire elle est là, il va falloir qu'on fasse avec. Faut imaginer. Et surtout que c'est vrai, c'est-à-dire que il y a l'aviron et le kayak. Et moi je sais pas les gens comment ils font des kayaks. Moi quand je fais un kayak, la moitié du temps je suis dans l'eau, quoi. Donc même si là il y a pas beaucoup de rochers et tout ça, mais quand je fais du moulin de l'Ami, à chaque fois on me dit non, c'est pas possible de passer dans l'eau. Moi à chaque fois je le passe dans l'eau. Donc, et oui, en plus il y a des baignades qui existent juste en dessous. Quelque chose. Et puis l'autre aspect sur les bords de Vienne où on se dit c'est pas très construit que ça, c'est qu'en fait effectivement Limoges c'est pas des berges, elles ont très peu il y a très peu d'industrie en fait sur le bord de Vienne en soi. Donc le bord de Vienne en fait il est dans l'état où il est aujourd'hui. Il n'y a pas eu de démolition incroyable, il n'y a pas les friches, on les connaît, il y a la Fompino, il y a l'autre friche là où il y avait l'usine électrique. Où il y a un parc aujourd'hui, mais il n'y en a pas beaucoup d'autres. C'était déjà un petit peu cet état-là, donc il y a déjà effectivement ce lien de rivière encore relativement naturel. Elle n'est pas le lit, encore le lit naturel. Il y a quand même pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour une mise en valeur en termes de baignade. Il y a des seuils effectivement, mais du coup c'est presque ce qui donne une baignade tranquille. Donc ça peut être aussi vu comme un point très positif. Et alors quand on parle d'impliquer les habitants, effectivement ça c'est un sujet central, et c'est un sujet qui moi me pose beaucoup de questions pour avoir suivi un certain nombre des rencontres, notamment sur les mentalités de quartier et parfois les sentiments d'appropriation très forts des habitants des bords de Vienne de leur quartier. Je pense notamment à la rue, quelqu'un a vu rue du Clos Sainte-Marie? Voilà. Alors, rue du Clos, moi j'avais assisté à une réunion où il y avait les deux places, place Saint-Étienne, et la rue du Clos Sainte-Marie. Les habitants qui étaient là ce soir-là avaient proposé d'acheter la rue du Clos Sainte-Marie à la ville. Parce que non, en fait, faire passer des gens dedans, c'était plus possible, ça leur cassait les pieds, puis les gens pour se garer, ils prenaient les places, donc c'était vraiment trop de nuisance pour eux. Non, on la rachète. On vous l'achète, et puis pour les gens qui veulent passer à pied, en vélo, on vous laissera le petit passage en dessous, en herbe, là, mais on achète la rue. Donc la ville leur a dit, non, quand même, c'est pas trop possible. Et après, donc ils ont dit, sinon on met une borne, comme ça la rue elle est interdite d'accès, sauf aux riverains. Et donc la ville a dit, oui, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de stationnement sur la rue, parce que c'est dans la loi, on peut pas faire ça. Alors ça passait pas non plus. Donc il y a vraiment des fois des côtés aussi où il faut bien comprendre, effectivement, il y a des riverains, et que l'intérêt quand on est sur un commun,
Vous l'avez dit, c'est vrai. Quand on est sur un commun, c'est pas réservé aux gens qui habitent juste à proximité. C'est le commun de qui, quoi. Et donc ça pose vraiment question sur comment on arrive à faire émerger cette notion du commun et à la faire vivre et à pas être prisonnier de ceux qui vont peut-être parler les plus forts parce qu'ils sont les plus directement impactés. Non, les exemples qu'on a eus, c'est beaucoup des associations qui sont montées au créneau. Je pense à Metz notamment, où ils avaient un bras mort. Ils ont fait un gros travail de lobbying, ils ont réussi à obtenir des choses. Et justement, nous, une des tâches auxquelles on voulait s'atteler, c'était de démarcher les clubs qui ont une section de nage en eau libre pour aller les voir et savoir qu'est-ce qu'ils font, est-ce que c'est quelque chose qui peut les intéresser, est-ce qu'ils ont déjà imaginé des choses. Puisqu'il y avait une compétition de natation dans la Vienne, dans Limoges, traversée de Limoges, on se dit que bon, peut-être il y en a qui l'ont nagé, peut-être qui l'ont fait, mais ça, faut pas le faire. Projet de triathlon, Après, il y a le triathlon dans la piscine de l'Aquapolis. Non, mais je ne peux pas critiquer, hein. J'ai participé, alors je ne peux absolument pas critiquer, mais... Oui, bien sûr. Juste en vue de, si on va organiser quelque chose, est-ce que nous avons dans nos réseaux des journalistes, est-ce qu'il y a quelqu'un sympa à la mairie, métropole, parce que ça peut nous aider d'organiser quelque chose pour faciliter le truc, parce que je pense que c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui vont trouver l'idée intéressante une fois on attend au mois d'août. Ça va être de plus en plus intéressant et pour toutes les raisons pour lesquelles une espèce publique, réclamation de bien public, les gens qui s'intéressent à l'histoire de Limoges, il y a vraiment une histoire fascinante de natation à Limoges, dans la Vienne, c'est incroyable. Mais pour plein de rafraîchissement aussi, parce que oui, ça va devenir urgent. Hein. Oui. Donc, est-ce que peut-être sur le AGIS de l'appel à Vienne, peut-être on peut organiser un grand splash ou quelque chose. Hein? Que ce soit comme ça ou pas, après, il y a des périodes où il y a plus de... Surtout dans la Vienne, sur la traversée Limoges, il y a très peu de profondeur.